1940. Vue d'Allemagne, une partie de la Roumanie devient terre hongroise, un ministre espagnol et un ministre italien visitent l'Allemagne. Vue de Vichy, on pêche des perles en Bohême et des requins au Japon. Anecdote symétrique, histoire géométrique, politique parallèle, plutôt parallèle. Histoire parallèle, Marc Ferraud, Antonin Lim. Tour du monde, tour du ciel. L'astronome américain Edwin Powell Hubble, sans s'éloigner de la Terre, avait confirmé la théorie de l'expansion de l'univers. Son fils spirituel, le super télescope Hubble, suréquipé et aventuré loin dans l'espace, n'a rien confirmé du tout, à cause d'une fâcheuse myopie. Tout est relatif, comme disait Albert. Tour du monde, tour du ciel, 8e partie, 8e tour, le visible et ce qui ne l'est pas. Graphique. En 1726, Louis XV vient d'épouser Marie Lesinska, il nomme le cardinal de Fleury Premier ministre et l'écu est réévalué. C'est à ce moment-là que les bretelles sont inventées par un anonyme. Quelques 260 ans plus tard, Graphique fait plancher Lou, Ungerer et Wechter sur ces brides élastiques qui gomment le tire-bouchon du pantalon. Soir 3. Actualité de la France et du monde, sans bretelles mais avec des manchettes. Soir 3, le journal de la rédaction de FR3. Je me souviens. Dans Je me souviens, Georges Perec ne se souvient pas du Je me souviens de Georges Simenon, journal écrit entre le 9 décembre 1940 et le 12 juin 1941. Pourtant, Georges Perec, né en 1936, se souvient de la période de la guerre avec une grande précision et beaucoup de détails, et de bien d'autres choses encore. Samy Frey, lui, s'est souvenu du Je me souviens de Georges Perec, il a enfourché un vélo. Le voilà, seul, avec sa forêt de réminiscences infraordinaires. Témoin. 4 juillet 1946, la ville de Kielce, en Pologne. Des vieux, des femmes et des enfants massacrés. Ils étaient juifs. Ce jour-là, à Kielce, il suffisait de crier « C'est un juif » et la foule se jetait dessus. En 1987, quelques-uns finirent par réveiller la mémoire d'événements longtemps bannis de l'histoire officielle. Coproduit par Solidarnosc, Témoin, un film de Marcel Lozinski. Nous sommes la dernière semaine de septembre 1940. Hitler n'a pas gagné la bataille d'Angleterre, mais la défaite n'est pas marquée au point qu'on le sache vraiment, et pendant quelque temps, la Luftwaffe fera illusion par de multiples raids de représailles sur l'Angleterre. Simultanément, l'offensive italienne
en Afrique, qui avait réussi quelques jours, a échoué en moins d'une semaine. Semaine donc négative pour les Allemands et les Italiens. Mais l'initiative appartient quand même aux puissances de l'Axe, et c'est vers d'autres horizons qu'on se tourne, surtout vers l'Est d'ailleurs, l'Europe centrale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons comme invité Antonin Lim, qui est là à un double titre, comme Tchèque, qui a vécu l'année 40 et même avant et après à Prague. Il nous dira un petit peu comment il a vécu cette période tragique. Et puis Antonin Lim, surtout pour nous aujourd'hui, est le fondateur de cette publication magnifique, La Lettre internationale, qui est une sorte de revue, de journal, qui, le premier, a eu l'idée de lancer l'idée d'une Europe sans frontières, c'est-à-dire ni l'Ouest ni l'Est, collaborent dans cette publication des gens de l'Est et des gens de l'Ouest, mais pas depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 6 ans. C'est donc un avant-gardiste et il incarne, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, il faut leur remercier, l'idée d'une Europe culturelle. On va donc voir, comme d'habitude, les actualités allemandes en premier, et puis ensuite des actualités françaises, nous verrons pourquoi. Auch in Norwegen findet sich die aufbauwillige Jugend zum Arbeitsdienst zusammen. Hier ein Arbeitsmeidenlager. Eine Dienstpflicht besteht nicht. Jedoch wird diese Organisation staatlich in stärkster Weise gefördert. Nach dem Schiedsspruch von Wien, der zu einer neuen Grenzziehung zwischen Ungarn und Rumänien führte, begann am 5. September der Einmarsch der ungarischen Wehrmacht in das von den Rumänen geräumte Siebenbürgen. Die Honveds nahmen damit ein Gebiet wieder in Besitz, das ihnen im Vertrag von Trianon genommen worden war. Der Reichsverweser Admiral von Horthy an der Spitze seiner Truppen. Überall wird den Honveds ein festlicher Empfang bereitet. Là, je voudrais tout simplement dire que deux choses peut-être. Que tout d'abord, ceci à Prague en septembre 40 n'intéressait plus beaucoup les gens parce que pour nous, tout s'est passé en automne 38, c'est-à-dire le 25 septembre, si vous voulez, 38, c'était la conférence de Munich. Qui a poussé la Tchécoslovaquie dans les bras de Hitler, et l'occupation allemande une demi-année plus tard. Donc, à ce moment-là, le pays traumatisé s'intéressait relativement moins à ces choses-là. Il y a une autre chose qui peut-être devrait être dit à ce point, c'est que si vous regardez ce problème, les Hongrois entrant en Transylvanie, on voit très bien que, combien, mon Dieu, 50 ans plus tard, le problème reste entier. Ni l'occupation nazie, ni Versailles, ni la guerre, ni le communisme n'ont rien réglé. Parce qu'ils ont seulement caché le problème. Le problème ne peut être réglé que dans une société ouverte vers laquelle, espérons bien, on commence à bouger.
Der Führer empfing den Abgesandten General Francos, Innenminister Serrano Suñer, zu einer längeren Aussprache in der neuen Reichskanzlei. Unter Führung von Reichsführer SS Himmler besichtigte dann der Gast aus dem befreundeten Spanien Formationen der SS-Leibstandarte Adolf Hitler und der Polizei. Ein Zug SS-Männer in Tarnjacken. Und hier zeigt Reichsorganisationsleiter Dr. Ley dem spanischen Innenminister die 3 Volkswagen-Typen. Falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Bon, là, on ne voit pas du tout la réalité des choses. Parce que Hitler a piqué une colère après cette intervention. Quoi? Il avait aidé Franco pendant toute la guerre civile. Il se trouve qu'après la défaite de la France, Franco propose à l'Allemagne d'entrer en guerre contre les Anglais. Hitler ne veut pas parce qu'il espère à ce moment-là négocier avec l'Angleterre. La négociation n'a pas eu lieu, comme on sait, les Anglais l'ont rejeté. La bataille d'Angleterre a eu lieu et Hitler sait bien qu'il ne l'a pas gagnée. Et c'est lui maintenant qui invite Serrano Suñer, qui est le beau-frère de Franco, pour organiser quelque chose. Et Franco lui demande simplement l'Oranie, le Maroc français, une partie de l'Afrique équatoriale, des armements, des avions, la défense de Gibraltar, de l'argent, du ravitaillement. Et qu'est-ce que propose en échange l'Espagne? L'amitié du peuple espagnol. Alors ça ne va pas du tout. Et quand Hitler va rencontrer Franco bientôt, avant Pétain, n'est-ce pas, à Montoire, ça va barder. Der italienische Kolonialminister General Teruzzi weilte als Gast des Reichsstatthalters General Ritter von Epp in Deutschland. Ankunft in München. Von der Hauptstadt der Bewegung begab sich General Teruzzi nach Berlin, wo er am Reichsehrenmal einen Kranz niederlegte. Anschließend wurde General Teruzzi vom Führer empfangen. Im weiteren Verlauf seiner Reise besichtigte er die Schlachtfelder an der Westfront. In Saarbrücken fand eine große Wiedersehensfeier der zurückgeführten Bevölkerung in Anwesenheit von Reichsminister Dr. Todt und Gauleiter Birkel statt. Das sind Männer der Organisation Todt, die für tapferes Verhalten beim Arbeitseinsatz mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Nach der Feierstunde auf dem Befreiungsfeld marschierten die teilnehmenden Abordnungen von Wehrmacht, Partei, Organisation Todt und Reichsarbeitsdienst im Festzuge durch die Stadt. Die
Die Westwallarbeiter führten Festwagen, die den Bau von Bunkern darstellen, im Zuge mit. Pflugschare werden geschnitten. Die Bereitstellung von landwirtschaftlichen Maschinen ist eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Intensivierung unserer Bauernwirtschaft. Auch für die landwirtschaftliche Erschließung der neuen Ostgebiete kommt diesen Arbeiten besondere Bedeutung zu. Die geschnittenen Rohlinge werden in einem Ofen erhitzt, gewalzt und geschmiedet. Pflugschare erhalten den letzten Schliff. Pflüge werden montiert. Das Farbbad ersetzt den Anstrich. In einer anderen Abteilung des Werkes werden Drillmaschinen hergestellt, die der Bauer zum Säen braucht. Trotz des Krieges werden die Qualitätserzeugnisse unserer Elektroindustrie in der ganzen Welt verlangt und zum Teil wie im Frieden geliefert. Ein 500.000 Kilowatt Turbinengenerator, der für ein ausländisches Großkraftwerk bestimmt ist, wird montiert. Der Aufsatzdeckel wird mit Hilfe von Kränen herangebracht und aufgesetzt. Der Rotor wird eingesetzt. Das ist die erste Mine, ein mit Schwarzpulver gefülltes Bierfass. Sie wurde von Werner von Siemens und Professor Himly konstruiert. Heute ist die Mine eine der wichtigsten Waffen des modernen Seekrieges geworden. Die immer neue Verminung der englischen Häfen im Zuge der totalen Blockade ist der beste Beweis dafür. Ein Werkmuseum zeigt die Entwicklung bis zum heutigen modernsten Gerät. Ein mit Säure gefülltes Glas wird in eine Bleikapsel gesteckt. Diese wird beim Zusammenstoß mit einem Schiff zerstört, wobei sich durch Auslaufen der Flüssigkeit die Mine auslöst. Arbeiterinnen beim Lackieren von Bleikapseln. Die Sprengladung wird eingebaut. Einsetzen der Zündelemente. Bereit für den Seekrieg gegen England. Minenleger unterwegs. Die Minen werden scharf gemacht. Mit den besten Wünschen versehen, fertig zum Legen. Hier entstehen die für den Soldaten so wichtigen Marschstiefel. Leder wird zur Verarbeitung vorbereitet. Die Sohlen werden ausgestanzt. Pressen von Absätzen.
Das Leder für die Schäfte wird weich und geschmeidig gemacht. In der Zeilerei. Die Schäfte werden gesteppt. Das Oberleder erhält seine Form. Die Sohle wird befestigt. Und hier wird sie mit Nägeln belegt. Verwundete spielen und turnen sich gesund, damit sie bald wieder in den Vollbesitz ihrer Kräfte kommen. Hier soll zum Beispiel die Steifheit der Fingerglieder nach Handverletzungen durch Kneten und Drehen eines kleinen Balles behoben werden. Putzstunde bei unseren motorisierten Truppen in Frankreich. Panzerabwehrkanonen werden gereinigt. Panzerschützen wissen das Gelände stets sehr gut auszunutzen, selbst wenn es nur um das Reinigen ihrer Waffen geht. Nach dem Bade werden die Panzerkampfwagen neu gespritzt. Der Fesselballon gilt neben allen anderen Beobachtungsmöglichkeiten auch heute noch als Auge der Artillerie, deren Feuer von dieser höchsten Warte aus planmäßig geleitet wird. Fertig zum Aufstieg. Langsam wird der Ballon aufgelassen. Der Beobachter ist in ständiger telefonischer Verbindung mit der Erde. Stukas passieren auf einem Feindflug die aufgeblasene Konkurrenz. Italienische Bomber starten von einem Flugplatz in Nordafrika zum Feindflug. Ihr Ziel ist Sollum, der befestigte Stützpunkt der Engländer an der ägyptischen Mittelmeerküste, der inzwischen von den Italienern genommen wurde. Mit diesen Flügen eröffnete sie die große Offensive in Ägypten, die die Engländer wieder einmal zu einem siegreichen Rückzug zwang. Bomben auf Militärlager und Flugplätze rund um Sollum. So wird England auch in Afrika immer empfindlicher getroffen. Während italienische und deutsche Flieger nur militärische Ziele angreifen und entscheidend zu treffen wissen, gibt der Kriegsverbrecher Churchill der Royal Air Force den Befehl zu immer neuen Mordtaten.
Die Krankenanstalten von Bethel bei Bielefeld sind durch 29 große rote Kreuze, die einen Durchmesser bis zu 30 Quadratmetern haben, gekennzeichnet. Bei hellstem Mondschein und in der strahlenden Helle von Leuchtbomben belegten die englischen Nachtpiraten diese Zufluchtsstätte armer, kranker Menschen mit 8 Sprengbomben. 12 Tote und 12 zum großen Teil schwer Verletzte forderte diese ruchlose Mordtat. Vertreter der ausländischen Presse besichtigen die Mordstelle. Selbst der Friedhof von Bethel wurde von den fliegenden Piraten nicht verschont. In diesem Schlafsaal wurden 9 Kinder getötet und 5 schwer verletzt. Das sind die Opfer der britischen Mordbuben, die dieses gemeine Verbrechen ganz bewusst begangen haben. Es wird unerbittlich gesühnt werden. Der Reichsmarschall weilt mit seinem Stabe bei den Kampf- und Jagdgeschwadern in Nordfrankreich. Besichtigung in einem Feldflughafen. Verdiente Soldaten der Luftwaffe werden mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Von seinem Gefechtsstand an der Kanalküste aus leitet der Reichsmarschall die Vergeltungsflüge gegen England. Wieder starten Maschinen zum Feindflug. Über den Kanal hinweg. Die englische Küste ist erreicht. Im Tiefflug brausen die Maschinen über englisches Land. Jeder Wald, jeder Hügel bietet ihnen Schutz gegen die englische Flak. Langsam geht es in größere Höhe. Kameradschaftliche Hilfe beim Aufsetzen der Atemmaske. Im Schutze der Wolkendecke fliegen die Geschwader ihr Ziel an.
sichern die Kampfflugzeuge gegen Angriffe englischer Jagdmaschinen. Ein englischer Flughafen. Bombenschächte auf. Im freien Wurf sausen die Bomben in die Tiefe. Stukas greifen an. Senkrecht stoßen sie zur Erde nieder. Zu neuem Sturzangriff. Mensch und Maschine werden gewaltig beansprucht. Überall Einschläge. Stuka auf Stuka kippt ab. Mitten im feindlichen Flakfeuer. Ungehindert aber nimmt die Aktion ihren Fortgang. Über dem Straßengewirr von London. Hier liegen dicht beieinander militärisch wichtige Ziele, die zu vernichten sind. Bomben auf die Tilbury Docks. Die Wirkung unserer Bomben in den Öllagern von Thameshaven. Pausenlos werden die Vergeltungsangriffe fortgeführt. Geschwader auf Geschwader. Ihre Kette reißt nicht mehr ab. So geht es Tag und Nacht und Stunde um Stunde. Die deutsche Luftwaffe hält erbarmungslos Abrechnung. Vous voyez, Antonin Lim, si elle règle ses comptes, c'est qu'elle n'a pas gagné la bataille, la Luftwaffe. Bon, alors, vous avez vécu cette période, vous voyez les actualités, et maintenant, comme analyste, comme historien, comme journaliste, comme observateur, comment vous réagissez? Vous savez, en regardant ça, tout d'abord, bien sûr, j'ai vu des kilomètres de ces actualités-là, quand j'étais jeune, pendant la guerre, mais j'ai vu ensuite aussi des kilomètres des actualités soviétiques, oui, staliniennes. Il est très intéressant de voir dans quelle mesure une certaine propagande se rassemble. Si vous regardez ces actualités allemandes, exactement celles qu'on vient de voir, et par exemple les films de propagande et d'actualité soviétique, c'est l'image qui est intéressante, la construction presque constructiviste de l'image. L'homme est complètement absent de l'image. Ce sont des images très belles, dans les films soviétiques d'avant-garde aussi, par exemple. Oui. Dans ces actualités-là, ce sont des images qui sont faites pas pour faire de la propagande auprès du spectateur, ce sont, dans une dictature, des images qui doivent plaire à la direction politique. C'est elle qui doit être ravie et les aimer. Si vous regardez les actualités, et vous les montrez, américaines ou anglaises de la guerre, c'est aussi de la propagande.
bien sûr. C'est aussi une mobilisation pour la guerre. Mais l'homme est toujours présent. Il y a aussi même de la place pour un petit rire, pour une petite ironie, pour une petite anecdote, etc. On s'adresse aux spectateurs. C'est typique pour les Anglaises. Et pour les Américaines aussi. Oui. On ne s'adresse pas au président, on ne s'adresse pas au bureau politique, on ne s'adresse pas à la reine. Oui. On s'adresse à celui-là qui est assis dans le fauteuil. Et je crois, c'est visuellement, ça me fascine d'une certaine façon. Maintenant, avec une distance de 50 ans, on ne se rendait pas compte à l'époque, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, on va voir les actualités faites par les Allemands à Paris. Et bien sûr, on pourrait juger qu'en additionnant les actualités allemandes et puis les actualités à Paris, en zone occupée, on fait une double intoxication du spectateur d'aujourd'hui. Mais on l'a fait une fois ou deux, et on va le faire encore peut-être une fois ou deux en tout. C'est pour qu'on voit bien ce que les Allemands choisissent comme type d'information à montrer aux Parisiens, à la zone occupée. Alors on va voir cette actualité, et on va voir que on parle de tout, sauf de la guerre. En présence des personnalités dirigeantes, une grande fête sportive. « 700 sportifs ont pris part en présence de 4500 spectateurs aux compétitions. La pêche des perles est une profession qui rapporte beaucoup dans le protectorat de la Bohême et de la Moravie. On trouve en effet dans les rivières des petites coquilles qui renferment très souvent des perles d'une beauté et d'une pureté étonnantes. Bon, ben quand même, là, il y a à dire quelque chose, Antonin Lim, parce que réduire la vie des populations d'Europe centrale occupées, Tchécoslovaquie et, enfin, Bohême plutôt, Pologne, etc., à cette pêche aux perles, est-ce que c'est un excès ou c'est une indication? Ben, tout d'abord, vous l'avez dit, les actualités qui ont été faites dans ces pays-là, à Vichy ou alors à Prague, alors c'était des actualités qui exactement essayaient d'éluder les sujets de guerre, et montrer une vie paisible, une vie pacifique, une vie qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait vraiment. Ceci dit, naturellement, Hitler, comment dirais-je, avait différentes politiques envers différents pays occupés. C'est-à-dire, la Pologne, c'était un pays où un soldat allemand pouvait tirer sur n'importe tout ce qui bouge, impunément. Les Polonais étaient considérés comme des Untermenschen, comme des gens qui n'avaient pas vraiment d'existence humaine. Les Tchèques, par contre, profitaient du fait que, d'abord, leur pays était un pays d'industrie lourde et d'armement. Hitler avait tout intérêt que ça marche, la population parlait en grande mesure allemand, enfin, était capable de parler allemand, disons comme ça. Il y avait 3 millions d'Allemands dans la Tchécoslovaquie d'avant-guerre, et en plus, Hitler voulait faire de la Tchécoslovaquie un arrière-pays calme. Il pouvait installer, il a d'ailleurs fait des hôpitaux militaires, des centres de réhabilitation pour des soldats, etc., etc. C'était donc un pays qu'on essaierait de maintenir calme, sans trop déployer de terrain. Donc au début, on pourrait presque dire que la Bohême a été ménagée. Ah oui, oui.
Par rapport à la Pologne, par exemple, certainement. Dans les mois de l'été, les requins s'approchent des côtes japonaises où ils sont captivés à l'aide de crochets de ligne. La peau des requins est particulièrement importante pour l'économie du Japon car elle remplace très bien le cuir. Les équipes de l'Allemagne, de la Hongrie et de l'Italie se sont rencontrées à Trieste en vue de se mesurer pour la Coppa del Re Imperatore. L'Allemagne remporta la victoire, suivie par l'équipe hongroise. L'Italie s'est placée troisième. Le succès qu'a eu la foire de Vienne confirme l'importance de cette ville qu'on porte vers le sud-ouest de l'Europe. Le ministre du Reich, Funk, et le Reichsstatthalter von Schirach visitent les stands de la foire. Les participants étrangers étaient très nombreux, comme ce fut le cas pour la foire de Leipzig. On compte 2500 exposants pour cette année, alors que l'an dernier, il n'y en avait que 1900. Après le succès remporté par la délégation hongroise à la conférence de Vienne, Budapest fait un accueil enthousiaste aux délégués hongrois revenus dans la capitale hongroise. Le soir, des démonstrations enthousiastes ont lieu devant les délégations d'Allemagne et d'Italie. La population des régions frontières de l'ouest de l'Allemagne, qui au début de la guerre ont été évacuées pour des régions de sécurité vers l'intérieur du pays, regagne maintenant leur foyer. On leur fait partout des acclamations enthousiastes. Au cours de leur trajet, les enfants sont l'objet de soins touchants. Avant de regagner leurs corps respectifs, les blessés allemands passent quelques semaines dans un foyer de reconvalescence qui sont situés
dans les plus beaux coins de l'Allemagne. Le foyer de Chiemsee. Après avoir nettoyé les routes suivies par l'armée anglaise en retraite, des voitures automobiles et du matériel de guerre qui y traînaient, les troupes d'occupation allemandes sont occupées maintenant à rassembler dans des parcs de ferraille les autos et les chars blindés que les Anglais ont abandonnés dans leur fuite éperdue. De nombreuses mines flottantes anglaises, qui se sont détachées de leurs chaînes, échouent sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche occupées par les troupes allemandes. Les sections spéciales de la marine de guerre allemande sont chargées de rendre ces mines inoffensives. On retire avec les plus grandes précautions les parties explosives. Ce travail ne peut être exécuté que par des spécialistes. Les mines qui présentent des risques sont détruites par explosion. Les vedettes rapides allemandes, en attaquant par surprise et avec une rapidité foudroyante, sont devenues la terreur des convois britanniques. On charge des torpilles. Une flottille de vedettes est prête à prendre la haute mer. Torpille. Et maintenant, attaque contre l'Angleterre. Vous voyez, dès que c'est la guerre, on coupe court.
On n'a donc pas vu rien des bombardements allemands en Angleterre, de la bataille d'Angleterre, ni les bombardements anglais sur Berlin. En quelque sorte, on anesthésie le spectateur français avec des images un peu... Mais parlons de l'essentiel actuellement, c'est tout ce qui se passe en Europe centrale. J'allais dire aussi bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et dites-nous un peu comment, à Prague, jeune homme, vous avez vécu ça, et comment aujourd'hui, d'une certaine façon, vous voyez un petit peu l'avenir. Mais vous voyez, j'avais 14 ans, au moins de 14 ans et demi, parce que 15 ans, au moins des accords de Munich. Les accords de Munich, septembre 1938, la France et l'Angleterre abandonnent à Hitler la Tchécoslovaquie mobilisée, surarmée, qui voulait se battre et résister à l'attaque hitlérienne. Pour nous, pour ma génération, c'était un choc terrible et je dirais fondamental. Parce que la Tchécoslovaquie de 1918, elle était quand même parrainée par la France, par l'Angleterre. Nous étions, si vous voulez, élevés dans un amour profond pour la France. Nous avons appris le français. Le français était la seconde langue étrangère apprise dans le pays. Tout ça s'est écroulé d'un jour à l'autre. Et c'était un peu la faute des Tchèques, parce que les Tchèques se sont mis en tête qu'ils étaient les enfants préférés de la France à l'Est, ce qui n'était pas vrai, mais tout le monde qui le leur disait, ils ne voulaient pas l'écouter. Beneš n'écoutait pas son ambassadeur en France, qui lui disait « on ne va pas se battre pour la Tchécoslovaquie », etc. Enfin, finalement, c'est à Munich que nous sommes devenus adultes. Après est venue l'occupation allemande un an plus tard, même pas, 6 mois plus tard, en mars 1939. Et puis, le moment qu'on décrit ici, c'était déjà le moment de traumatisme profond. Et pas de grands espoirs. Les espoirs commençaient à apparaître beaucoup plus tard. Oui. Et aujourd'hui, naturellement, vous avez une nouvelle première mondiale. La désocialisation et retour au marché libre et à la démocratie d'un pays comme ça. Ça ne s'est jamais fait avant. Personne ne sait comment ça se fait. Donc l'avenir est, espérons bien, plus radieux qu'avant, mais encore plein de dangers et plein de questions. Oui, mais alors les ressentiments, parce que les Polonais, par exemple, on ne sait jamais qui ils haïssent le plus, des Russes ou des Allemands. Hein, y a ce mouvement permanent. Les Tchèques ont d'abord haï les Allemands, forcément. Ils ont eu du ressentiment contre les Français, à cause de Munich, bien sûr. Et puis maintenant, c'est surtout contre les Soviétiques, ou contre le communisme, que sais-je. Mais où on en est au point de vue des relations humaines, si j'ose dire? Avec les Français, c'était plutôt une grande tristesse, je vous dirais. Une profonde tristesse, une profonde déception. Les Russes, c'était surtout un mépris. Mépris plutôt qu'une haine, vraiment. Je crois que la rancune, si vous voulez, la haine contre les Allemands, je crois qu'elle s'est beaucoup affaiblie, si elle existe. Parce qu'il y a plutôt l'admiration vers le... Il y a, si vous voulez, on n'aimait pas beaucoup les Allemands de la RDA, mais pour les Allemands de la RFA, je crois que c'est installé une certaine admiration pour leur succès, non seulement économique, mais aussi pour leur succès politique. Parce que je crois, moi, profondément, que l'Allemagne de l'Ouest est un des pays qui ont changé le plus après la guerre, c'est-à-dire après 1945. Ça me rappelle la phrase d'un jeune historien allemand qui l'a tenu ici, qu'à Prague, il se sent chez lui. Oui, mais ça, c'est encore une autre chose, parce que vous savez, la bohème, la tradition, de ça, la symbiose de la culture slave de l'Ouest, qui était la culture tchèque, et de la culture allemande est séculaire. Oui. Elle date du Moyen-Âge. Bien sûr. Et alors, ces cultures-là vivaient relativement bien ensemble. Les grands heurts politiques, etc., étaient politiques, mais culturellement, vous savez, il existe quelque chose qu'on appelle en allemand die böhmische Kultur. La böhmische Kultur, c'est-à-dire la culture de Bohème, dont le produit était Kafka, qui était juif, allemand, écrivain allemand de Prague, qui parlait en tchèque comme moi, Jaroslav Hašek, l'auteur du Brave soldat Švejk, ou Karel Čapek, qui étaient des Tchèques et des Tchèques nationalistes, et tout ça coexistait. Et puis il y avait des Allemands comme Rilke, par exemple, qui étaient des Allemands.
et qui vivaient à Prague. Alors vous voyez, ou allemands autrichiens aussi. Alors vous voyez que cette symbiose, cette synthèse, je crois, c'est une des particularités d'ailleurs de la culture de la Bohème, dont a hérité finalement la culture nationale tchèque, qui a été influencée par toutes ces influences, là. Mais aujourd'hui, si vous voulez parler de rancune, de haine, de déception, je crois que c'est pas ça qui joue maintenant le rôle prépondérant. Il y a les Russes, bien sûr, dont on ne veut pas, ça c'est sûr, mais avec lesquels non seulement il faudra vivre, mais qui aussi disposent du plus grand marché qui recevra un jour les produits de l'industrie tchèque renouvelée. Bien, merci Antonin Lim, vous nous avez aidé à rendre un peu intelligibles les problèmes d'Europe centrale, qu'en France, on doit dire, depuis 10, 15, 20 ans, on avait quelque peu ignoré. Et voyez que c'est grâce à l'histoire du passé qu'on peut un peu mieux enfin comprendre le présent.